Bonsoir à tous, bonsoir au public de la Cité Libre. Ce soir, je vous propose de suivre la deuxième partie de notre exposé sur la pensée matérialiste. La dernière fois, nous avons vu ensemble les grandes caractéristiques ontologiques du matérialisme. Nous avons montré qu'il s'agissait d'une pensée qui cherche à comprendre l'ensemble de la réalité de façon unitaire, de façon systématisée, en considérant qu'il n'existe pas de réalité supérieure ou au-delà de la nature, en considérant qu'il y a finalement une inscription de la conscience ou du sujet ou de l'homme dans l'ensemble des phénomènes naturels, dans l'ensemble du mouvement général de la matière, qu'il y a une objectivité des choses qui entourent l'être humain par rapport à son esprit ou à la conscience qui les pense. Nous avons aussi caractérisé la pensée matérialiste par l'affirmation d'un mobilisme universel, c'est-à-dire l'idée que la matière est en mouvement par elle-même, par sa puissance ou sa nature intrinsèque, et que comme elle compose tout, bien l'ensemble de ce qui existe est traversé par un mouvement permanent. Et enfin, nous avions dit que cette conception qui refuse de mettre d'autres réalités en extériorité par rapport au monde ou à la nature, eh bien, excluait l'existence de réalités transcendantes, de réalités extérieures au monde, et donc il ne pouvait pas y avoir de création du monde ou d'avant le monde. Le monde est nécessairement, enfin, l'ensemble de la nature est nécessairement quelque chose qui a toujours existé et qui ne fait que connaître des transformations permanentes. À présent que ces éléments ontologiques et quelques arguments qui permettent de justifier ces différentes thèses ont pu être présentés dans la première partie, on va continuer de caractériser de façon un petit peu idéaltypique la pensée matérialiste en s'intéressant à un autre champ de questions fondamentales qui est le champ de la théorie de la connaissance. Ce qu'on appelle aussi d'un nom technique la gnoséologie, ou la théorie du savoir. Voilà. Donc c'est un grand 2 que j'ai intitulé Matérialisme et théorie de la connaissance. J'ai qualifié la pensée matérialiste sur cette question d'interactionniste optimiste. Je vais essayer d'expliquer ces caractérisations. On va donc se demander dans cette partie-là comment les matérialistes répondent aux questions sur la possibilité de la connaissance, sur sa nature. Voilà. Est-ce qu'on peut finalement atteindre la connaissance ? Et ça semble a priori pas forcément gagné parce que on pourrait se poser la question, s'agissant de ce qui a été énoncé ou posé dans la première partie, comment une connaissance pourrait-elle être possible si le devenir est universel, si tout est matière et que la matière se caractérise par son mouvement incessant? Comment pourrait-on atteindre à une connaissance, à une pensée qui serait vraie, qui serait conforme à la nature des choses? Comment l'esprit pourrait-il arriver à cerner ou à fixer des choses si ces choses sont en mouvement permanent? Est-ce que la connaissance ne serait pas au contraire essentiellement de l'ordre de la formation de définition? Une définition étant une capture de la nature de la chose dont on donne la définition, une capture qui prétend à cerner son essence, ce qu'elle est fondamentalement et essentiellement, ce qu'elle possède de caractéristiques qui lui donnent sa permanence et son identité. Et comment une telle capture de l'essence de la chose serait-elle possible si la chose réelle n'est pas immobile, si la chose réelle est en mouvement et en transformation? Comment pourrait-on fixer quelque chose et arriver à dire quelque chose de pertinent sur une chose qui elle-même n'est pas fixée? Entre le mouvement qui caractérise l'être et la pensée qui tente d'en donner une définition stable et fixe pour avoir des repères, il semble y avoir comme un écart. Ne faudrait-il pas au contraire, contre cette conception qui pense pouvoir trouver de la connaissance dans le domaine de ce qui est éphémère et changeant, postuler au contraire que si connaissance il peut y avoir, elle ne peut concerner qu'une réalité qui serait au contraire fixe, à l'instar de la définition, à l'instar de la pensée qu'on aurait pu formuler, qu'on aurait pu fixer. Donc, une réalité fixe ne serait-elle pas un présupposé pour la connaissance, ce qui nous dirigerait tout droit vers une théorie de la connaissance de type platonicienne? En effet, chez Platon, la connaissance consiste dans les définitions qui touchent à l'essence des choses, et cette essence des choses, eh bien, c'est l'idée de la chose, l'idée avec un grand I majuscule, c'est-à-dire ce que la chose est de manière ultime et fondamentale. Et ce type-là de réalité, donc, qui est l'idée chez Platon, c'est une réalité qui est immobile, qui n'est pas changeante
ou muable, qui n'est pas lié à telle ou telle entité particulière, mais qui en constitue la nature ultime, la nature fondamentale, celle qui donne sa permanence aux choses derrière les apparences de chaque entité qui disparaît au cours du temps. Il y a une connaissance possible chez Platon parce qu'on peut, selon lui, accéder à la connaissance des idées ou des essences des choses qui sont des réalités qui ne sont pas matérielles, qui sont immatérielles et qui, de cette immatérialité, elles tirent leur permanence, leur stabilité, leur indépendance vis-à-vis du monde observable, tangible, qui est un monde en mouvement, en changement, et qui nous file entre les doigts, en fait. Le problème de la solution platonicienne à la théorie de la connaissance, c'est que pour qu'il y ait connaissance selon Platon, il faut qu'il y ait des réalités fixes et immuables, et ça suppose de découper le monde en deux, un monde matériel et empirique qui est livré au changement et à l'inconsistance, et un monde véritable, un monde plus vrai que la réalité est sensible, qui est le monde des idées, qui est tout à fait transcendant à la matière, qui est tout à fait autre, et qui constitue une réalité supérieure. Donc la connaissance, elle est sauvegardée chez Platon, mais au prix d'une solution métaphysique extrêmement coûteuse, puisqu'elle pose une réalité transcendante par rapport à la nature. Alors si on n'accepte pas cette théorie de Platon, qu'est-ce qu'on peut lui objecter, qu'est-ce qu'on peut considérer comme réponse alternative pour fonder la possibilité de la connaissance? Eh bien, il me semble que la réponse matérialiste qu'on devrait faire à Platon, c'est qu'il ne faut pas réifier le concept. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tenir pour une chose l'idée qu'on se fait de quelque chose. Entre l'idée que je me fais de la chose et ce que la chose est en soi, il y a une différence. Et c'est cette différence que supprime le platonisme et plus généralement la pensée idéaliste, parce que l'idéaliste, c'est celui qui fait dépendre le réel de la pensée du réel. C'est parce qu'il y a une conscience qui pense le réel, c'est parce qu'il y a un esprit qui a l'idée de ce qu'est la chose, que la chose est. La substance, la réalité des choses dépend de l'esprit dans la conception idéaliste. On a un petit texte de Christian Godin qui nous dit ça. L'idéaliste confond l'expression du réel, c'est-à-dire ce qu'on en dit, mais aussi en amont de ça, ce qu'on en pense, avec le réel lui-même. Il accorde aux entités abstraites la force et la consistance des choses. Donc, il tient l'idée pour une chose indépendante de l'esprit, pour une chose consistante. Ça, c'est vraiment l'idéalisme de type platonicien, où les idées sont des réalités en soi. Il y a une idée du chat qui me préexiste et qui me suivra, et qui est complètement indépendante de l'existence d'un esprit humain pour accéder à l'idée du chat en soi. Et donc c'est ce mouvement de réification, de chosification de l'idée, d'hypostase, pour employer un autre terme de l'idée, du fait de donner à l'idée un statut qui la sort finalement de sa dépendance à une incarnation corporelle dans un sujet, qui constitue l'erreur en fait que reprochent les matérialistes aux idéalistes. Une conception matérialiste du concept consisterait plutôt à dire que le concept est une abstraction, c'est-à-dire le résultat d'un processus de simplification de la réalité perçue, un processus qui intègre les données perceptives en une idée générale. J'ai vu différents objets rouges, j'en tire une partie de chacun de ces objets qui est leur couleur, et à partir de ça, je forme un concept général du rouge, un concept qui sera applicable à d'autres objets, même des objets que je n'ai pas encore vus, ou même des objets que je peux simplement concevoir, comme un éléphant rouge qui vole dans le ciel. Le concept est donc, dans une pensée matérialiste, une abstraction, et une abstraction, c'est toujours une simplification de la réalité, puisque lorsque j'en arrive à l'idée pure et simple du rouge, j'ai ôté de tous les éléments rouges que j'ai pu observer dans la sensation, dans la vision, leur spécificité, leur singularité, leurs traits particuliers, pour justement créer un concept qui est général, qui est une simplification par rapport à ce dont il est issu. Le concept, c'est donc un processus mental qui immobilise l'objet réel pour le simplifier. C'est une simplification, et comme notre pensée est faite d'une série de concepts, notre pensée dans son ensemble est une simplification du monde extérieur.
Il y a donc, du point de vue du matérialisme, une critique à apporter de la logique classique, de la logique identitaire, celle pour laquelle A égale A, celle pour laquelle les choses sont ce qu'elles sont et se caractérisent par une identité, c'est-à-dire aussi nécessairement une fixité, parce que si la chose est identique à elle-même, on ne voit pas comment elle pourrait être concernée par le changement, et encore moins comment elle pourrait être une facette d'un monde intégralement en mouvement permanent. La pensée logique, pour raisonner, a besoin de se simplifier les objets dont elle traite en leur donnant une caractérisation simple et univoque, en leur donnant une cohérence logique. Une table est une table et pas autre chose. Pourtant, dans la réalité, ma table, comme je vais anticiper sur la suite de ce que je veux dire, la table elle est caractérisée par un changement, ce dont ne rend pas compte le langage qui a une tendance fondamentalement fixiste. Cette dimension simplificatrice du langage, mais en amont de ça, de la pensée, a été vue par des auteurs comme Nietzsche ou Bergson, qui justement font une critique du langage et de sa tendance identitaire, qui correspond à une certaine utilité. Je ne vais pas trop détailler nécessairement pourquoi le langage fonctionne comme ça, mais ça a une certaine raison d'être, mais qui est toujours une simplification et donc une trahison partielle du réel. Alors, je vais prendre un exemple. Je dis que cet objet est une table et que cet objet se trouve au même endroit qu'hier. Mais cette façon de parler, c'est une simplification. En réalité, si je reconstitue un ensemble de processus abstraits, je sais très bien que ma table n'est pas vraiment au même endroit qu'hier, parce que je suis dans une planète qui est en rotation, planète qui est même dans un système, et que, en fait, sa position dans l'espace-temps n'est pas la même à un moment donné quelconque. J'aurais aussi bien pu, autre exemple du fait que tout ce qu'on pense est une simplification, l'objet dont je peux parler, quel que soit cet objet, là j'ai dit une table mais ça peut être n'importe quelle entité, l'objet dont je parle n'est jamais non plus limité aux propriétés que j'érige comme importantes quand je le désigne. Parce que par exemple, quand je dis que ma table c'est un meuble par exemple, ou un objet fabriqué, un artefact, je la désigne par certains de ses traits ou par une certaine caractérisation, mais aucune de ces caractérisations n'épuise ce qu'elle est. Il y a toujours un choix et un parti pris, on pourrait dire interprétatif ou classificatoire, dans le fait de la désigner comme étant une table ou un meuble ou un artefact. J'aurais pu aussi dire que ce à quoi j'ai affaire, c'est avant tout quelque chose qui tombe sous la catégorie des choses qui sont du bois. En effet, j'ai à côté de moi un objet, je le touche, et je sens bien que c'est du bois qui ressemble à du bois qui pourrait être celui d'un arbre, plus ou moins. Donc le fait de dire que la chose, elle est ceci plutôt que cela, ça n'épuise pas ce qu'elle est, et aucune des descriptions que je pourrais en donner n'épuise en fait ce qu'elle est. Parce que si je voulais être absolument exact, il faudrait que je dise que ce que j'ai en face de moi, c'est non seulement du bois, mais c'est du bois qui a une certaine durée d'existence par rapport au moment où la plante a poussé, ou par rapport au moment où on a coupé l'arbre, selon le point qu'on prend dans le temps pour situer l'origine de la chose dont je suis en train de parler. Il faudrait aussi préciser que ce n'est pas n'importe quel bois, c'est du bois qui occupe telle coordonnée de l'espace-temps, et puis c'est du bois qui est à telle distance d'un autre corps, comme par exemple la bouteille qui repose sur cette table en bois, et ainsi de suite de toutes les autres entités qui composent le monde pour essayer d'en avoir une description intégrale. Ce qui est totalement impossible. Donc en fait, on ne peut jamais penser complètement ce qu'est la chose ou la décrire complètement. Je pourrais passer ma vie entière à décrire chaque petite nuance de couleur, de chaque petite rayure qui compose la partie supérieure du bois de ma table, et en fait, j'aurais pas du tout fini dans le temps de mon espérance de vie. Et ainsi de suite de tout objet. Donc j'aurais pu dire que j'ai affaire à du bois, mais c'est pas si simple que ça, c'est pas du bois qui est exactement à la même place qu'hier au sens astronomique. On pourrait aussi dire que c'est pas exactement le même bois qu'hier, parce que c'est du bois qui a vieilli par rapport à hier. Et quand je dis que j'ai une table en bois et que cette table est du bois ou est en bois, je ne rends absolument pas compte de tous les changements qui la travaillent et qui l'affectent. Le langage, donc le verbe être dans la langue française, le langage a une tendance profondément fixiste, parce qu'il nous parle des choses plutôt comme des substances ou comme des choses achevées que comme des processus. C'est beaucoup plus compliqué à essayer de faire une phrase, et donc c'est l'indice que c'est beaucoup plus compliqué à penser que j'ai affaire à un truc en bois qui est du bois en train de muter vers du bois plus vieux. Ou je ne sais pas s'il y a un mot technique pour dire ça, la putréfaction c'est peut-être quelque chose de plus précis que ça, mais
Enfin voilà, j'ai pas affaire à du bois, j'ai affaire à du bois en changement vers ce qu'il sera à l'état T+1, quoi, et ainsi de suite de chaque entité, de chaque caractéristique qui compose ces entités. Donc voilà, de façon générale, si je dois résumer ce que je dis ici, tout ce que je peux dire et donc tout ce que je peux penser de l'objet n'épuise pas ce qu'il est, n'épuise pas ce qu'on aurait pu en dire. Je passe même sur le fait que tout ça dépend en plus de ma perception particulière et que quelqu'un qui serait daltonien ne qualifierait pas le bois de la table de la même façon que moi. Hein. Donc tout ce qui est pensable de l'objet n'épuise pas ce qu'est l'objet, ce qui est un bon indice pour penser que l'objet a quand même une certaine existence indépendante de ma pensée, parce que sinon ma pensée devrait pouvoir épuiser l'objet, or en fait elle ne l'épuise pas du tout. Et je passe à la page 14. Donc toute caractérisation de l'objet comme étant ceci ou cela n'épuise pas ou n'indique pas ou ne signale pas bien ce qu'il devient, ce qui l'affecte. Voilà, j'ai peut-être du bois qui est en train de se réchauffer sous l'effet de la lumière de ma lampe ou pas. Sauf cas de mutation brusque, nous ne pensons jamais ce à quoi nous pensons comme étant en mouvement, justement. C'est là où il faut en quelque sorte remonter le cours naturel de l'intelligence, pour parler comme Bergson, pour bien saisir la chose dans sa réalité elle-même. Sauf mutation brusque, on ne se dit jamais que j'ai affaire à une table, qui est une table, donc, puisque j'ai dit que c'était une table, mais j'ai affaire à une table qui est en train de cesser d'être une table. Ce serait une manière de parler très étrange. Et pourtant, si je pouvais voir le temps en accéléré, je verrais que la table sur laquelle je me tiens, en fait, c'est déjà un ensemble de morceaux de bois attaqués par les termites, et ainsi de suite, si cette table avait vécu des siècles de plus et qu'elle était en train de disparaître dans l'humus, vous voyez. Bon. Ou si je peux vous faire la même métaphore avec le morceau de verre, si je voyais le temps en accéléré, le morceau de verre fixe que je peux tenir dans ma main, ça ne me paraîtrait pas du tout être un morceau de verre fixe, ça me paraîtrait être une sorte de coulée métallique ou je ne sais pas comment il faudrait la qualifier, mais voilà, ce serait quelque chose justement qui est en train de s'évanouir, comme une bulle de savon qui éclate dès qu'on la touche. Donc il y a un fixisme, il y a une tendance substantialiste de la pensée ordinaire, c'est la pensée logique, la pensée rationnelle justement qui fonctionne comme ça, qui fonctionne par concept. Les concepts sont des simplifications des choses mêmes. Les concepts sont égaux à eux-mêmes, A égale A, une chose est une chose, une table est une table, mais ça ne décrit pas pleinement ce qui existe réellement. Il y a une irréductibilité de l'objet à l'idée que je peux m'en faire, donc ça c'est une thèse matérialiste forte, hein, parce que encore une fois, s'il y avait correspondance totale entre ma pensée et la chose, ou s'il y avait une dépendance de la chose vis-à-vis de ma pensée, on s'attendrait à ce que ma pensée puisse complètement rendre compte et cerner ce qu'est la chose. Or, ce n'est pas le cas. Donc il y a une irréductibilité de l'objet à la connaissance que je peux en avoir. Alors tout ça, ça sert, si vous voulez, à dénoncer finalement le rationalisme dont Platon est un représentant, le rationalisme idéaliste, l'idée que la raison logique peut cerner complètement ce qu'est la chose, ou en tout cas ça peut permettre aussi de balayer l'idée qu'il y aurait des réalités fixes dont on pourrait avoir une connaissance complètement claire et exhaustive. Cependant, en philosophie, on est toujours en train de batailler contre des positions extrêmes et des alternatives. Et si on admet tout ce qui précède, s'il ne faut pas prendre l'idée pour la chose dont elle est l'idée, alors comment la connaissance serait-elle possible? Et là, on affronte finalement le péril complètement inverse, qui est celui du scepticisme. Finalement, si ma pensée n'a jamais affaire qu'à des choses qui sont en train de muer, de changer, si ma pensée n'est pas aussi vaste et aussi complète que la chose qu'il s'agit de penser, finalement la connaissance est-elle possible? N'a-t-on en fait pas une fausse idée sur les choses? N'est-il pas vain de prétendre connaître la chose en fait? Eh bien, contre le scepticisme, le matérialisme se définit, donc c'est ça que j'ai appelé l'aspect optimiste de la théorie de la connaissance matérialiste, le matérialisme affirme quand même la possibilité de la connaissance. Comment est-ce qu'on peut prouver qu'on a une connaissance des choses alors que, comme je me suis forcé de vous le montrer, il y a une irréductibilité de la chose par rapport à ce qu'on peut en penser? Eh bien, nous savons que nous avons quand même une certaine connaissance des choses indépendamment de nous, des choses qui composent le monde, comme cette table en dessous de moi là, parce que, puisqu'il y a un monde qui nous environne,
il faut bien que nous puissions parvenir à une certaine exactitude relative de pensée, à une certaine vérité partielle vis-à-vis de ce monde. Et ce qui démontre que notre esprit, nos concepts et notre pensée logique, malgré les défauts et les limites que j'ai indiqués, est quand même quelque chose qui parvient à agripper une partie du réel, à toucher, à correspondre au moins en partie aux objets qu'elle cherche à penser, c'est le fait que si notre pensée n'avait, par hypothèse inverse, absolument aucun lien avec les choses qui l'entourent, si la conscience se trompait complètement et voilà, se faisait une idée absolument indigne et inadéquate de ce qui l'entoure, eh bien on ne pourrait pas comprendre, on ne pourrait pas expliquer comment ça se fait que nous autres humains soyons vivants en fait. Parce que pour qu'on soit en vie, il faut quand même bien qu'on arrive à cerner des aspects exacts de ce qui n'est pas nous, sans quoi comment pourrait-on obtenir notre nourriture, comment pourrait-on tout simplement faire un mouvement quelconque et ne pas envoyer battre notre corps dans la mauvaise direction, etc., etc. Donc l'argument qui est un argument qui est tout à fait parallèle à celui qu'emploieraient les théoriciens pragmatiques s'agissant du problème de la vérité, donc le pragmatisme est un courant de la philosophie qui est né aux États-Unis. Les matérialismes seraient sur la même position que les pragmatiques sur ce point précis, s'agissant de ce qui nous prouve en fait que nous avons une certaine possibilité de connaissance. La survie est la preuve, la démonstration que nous avons quand même une certaine capacité à comprendre de façon pertinente le monde qui nous entoure, parce que il est nécessaire qu'on ne se fasse pas une idée totalement fausse des choses pour pouvoir agir dessus et atteindre les objectifs qui sont nécessaires à notre survie. Donc si on est là pour en parler, c'est que la connaissance est possible en fait. La survie présuppose l'efficience régulière de l'action, laquelle démontre qu'on a une connaissance de ce sur quoi on agit. On ne pourrait pas expliquer la survie juste par une série incroyablement répétée de hasards qui fait que quand je me dis que la glace est trop fragile, en fait, ça marche, mais ça n'aurait aucun rapport avec le fait que, oui, dans la chose en elle-même, il y a bien quelque chose comme sa fragilité et le fait que je puisse m'apercevoir que c'est pas le moment de marcher sur la glace. Il faut bien que les catégories de notre pensée, malgré toutes les réserves que j'en ai indiquées, touchent à une partie de ce qu'est la chose. Sinon, on ne comprendrait pas comment on peut avoir une action efficace dans notre rapport au monde. La pensée logique, donc celle qui fige, celle qui simplifie, celle qui identifie des traits comme étant plus importants que d'autres, ou comme qui met les choses dans des classes, qui cadre. Hein. On dit beaucoup de nos jours, j'ai pas envie d'être mis dans une case. Oui, mais si je te mets pas dans une case, comment je sais qui tu es ? Ne serait-ce que la case humain, tu vois. Donc il faut bien que la pensée logique touche à un versant, à un aspect de ce que l'objet est, de son identité, et en même temps, c'est là où il faut tenir les deux bouts de la corde quand on est matérialiste, et en même temps, il faut bien comprendre que cette adéquation de la pensée à l'objet est toujours partielle, n'est jamais une pure et simple fusion. Donc c'est... la vérité, dans cette conception que je viens de présenter, se définit comme une identité partielle entre ce que je pense et ce que la chose est. Identité partielle, et non pas pure et simple identité, comme ce serait le cas dans une théorie de type aristotélicienne, par exemple. Parce que chez Aristote, ou dans une pensée plus classique, la vérité c'est une adéquation de l'esprit de la chose, mais c'est une adéquation qui n'admet pas de réserve ou qui n'est pas présentée comme une approximation. Or, c'est forcément une approximation parce que la chose est... Voilà, je ne vais pas redire tout ce que j'en ai dit, mais voilà, la chose nous échappe toujours... elle est toujours en train de fondre, si j'ose dire. Elle est toujours en train de déborder et de partir dans des directions qui font que je ne perçois pas chaque micro-atome qui compose ma table et qui est en mouvement de ci, de là, ce qui fait que quand j'indique ses contours, c'est toujours des approximations. Quand je parle de sa couleur, c'est toujours une certaine convention, une certaine définition. Enfin bref. C'est jamais purement et simplement ce qu'elle est. Si nous pouvons atteindre la connaissance de la chose, c'est aussi en ne restant pas accolés à la manière dont la chose se manifeste à nous. La manière dont la chose se manifeste à nous, c'est ce qu'on pourrait appeler son apparence, ce qui surgit, ce qui se manifeste dans l'intuition sensible, pour parler comme Kant. La chose nous saute aux yeux, nous assaillit par la médiation des sens, et pourtant ce qu'elle est n'est pas réductible à ce qu'on peut percevoir directement d'elle-même. De ce point de vue, on peut opposer la théorie de la connaissance du matérialisme à l'empirisme. L'empirisme affirme
finalement, on ne peut pas dire de ce qui existe davantage que ce qu'on peut faire comme expérience de la chose qui existe. Donc si on prend cette théorie de façon vraiment très stricte et très sensualiste, au-delà des propriétés perceptives de la chose, je ne devrais rien pouvoir savoir du monde, en fait. La connaissance se réduirait à la sensation dans cette perspective. Le matérialisme, au contraire, pense qu'on peut arriver à une connaissance du réel qui est plus profonde ou moins immédiate que ce qui est immédiatement donné dans l'expérience. Je note, mais c'est un point assez complexe, je ne vais pas forcément m'attarder dessus, mais il y a un paradoxe amusant, c'est que donc, aussi bien l'empirisme que rejette le matérialisme que l'idéalisme absolu que rejette aussi le matérialiste se rejoignent paradoxalement dans l'idée, alors que c'est deux positions qui paraissent totalement opposées. Hein. Vous voyez, d'un côté on a l'empirisme qui semble extrêmement terre à terre, de l'autre on a l'idéalisme absolu qui semble extrêmement perché et métaphysique. En fait, ces deux théories se retrouvent dans l'idée que la totalité de la chose peut être possédée par l'esprit qu'il pense. Parce que pour le réaliste du front ou pour l'empiriste, la chose c'est ce que j'en perçois et rien de valable ne peut être dit de la chose au-delà de ce dont j'en fais l'expérience. Donc ça veut dire que quand je perçois une chose comme bleue, elle est bleue, elle est parfaitement bleue, elle n'est que bleue et j'ai pas de raison de présupposer qu'elle est autre chose que bleue. Donc ça veut dire que l'esprit connaît la chose et qu'il n'y a pas finalement d'au-delà du phénomène à connaître. Et donc il y aurait, bon, c'est un point, je ne vais pas forcément rentrer dans des considérations là-dessus, mais il y aurait des développements intéressants à souligner sur les rencontres ou les proximités entre empirisme et idéalisme, notamment du côté d'une certaine tradition anglaise avec des auteurs comme Berkeley et Hume. Enfin bref, donc pour le matérialisme, la connaissance n'est pas réductible à la sensation. Je peux acquérir un savoir sur la chose avant d'être affecté passivement par cette chose, ne serait-ce que parce que j'ai peut-être déjà rencontré des choses similaires, ne serait-ce que parce que j'ai peut-être déjà prévu que la chose en question allait apparaître avant qu'elle se manifeste. Qu'est-ce que je peux faire de plus qu'avoir des sensations sur la chose pour en avoir des connaissances? Eh bien, on peut formuler des hypothèses sur le réel, sur la chose qui va peut-être se présenter. Je peux anticiper sur l'état futur de mon expérience par inférence de situations passées et par la mise en évidence de lois naturelles. La plupart du temps, quand un corps physique dans une zone gravitationnelle se déplace, il va vers le centre de cette zone. Donc, si je lâche ma bouteille, je peux m'attendre à ce qu'elle se dirige vers le centre de gravité de la zone, etc. Et ainsi de suite. Ça veut dire que je peux savoir le comportement de la chose avant d'en faire l'expérience dans la perception. Donc, il y a bien un gain possible par rapport au pur et simple empirisme qui se contente de faire des observations et au-delà de ça, il n'affirme rien. Donc, anticipation, inférence, mise en évidence de loi, on voit ici les affinités que présente la pensée matérialiste avec les concepts d'imagination, parce que pour pouvoir m'arracher aux données sensorielles, pour pouvoir m'arracher à l'immédiateté, pour pouvoir poser quelque chose qui n'est pas donné dans la perception, qui n'est pas déjà là, eh bien, il faut un écart par rapport à cette immédiateté quasiment animale de la sensorialité, et ça suppose une faculté qui est la faculté imaginative, qui permet justement d'imaginer ce qui n'est pas donné dans la sensation. Et on voit aussi l'importance pour la pensée matérialiste de la catégorie du futur. Je peux imaginer les choses avant qu'elles se produisent, je peux anticiper des choses avant qu'elles se produisent, je peux essayer de déterminer des régularités. Ça nous met aussi sur la voie des affinités entre une conception matérialiste du monde et la possibilité de fonder la science moderne. C'est pas un hasard si on voit, durant les siècles qui vont en gros de la Renaissance jusqu'au siècle des Lumières, à la fois un développement de la science moderne, mais aussi la manifestation renouvelée de différents auteurs matérialistes ou la redécouverte de pensées matérialistes antiques, comme par exemple celle de Lucrèce. Il y a des affinités, je ne dis pas que tous les scientifiques de cette époque n'étaient pas matérialistes, bien évidemment, mais il y a des affinités, me semble-t-il, dans la démarche d'esprit et dans cet optimisme vis-à-vis de la capacité à comprendre le monde au-delà même de ce qu'on peut en saisir immédiatement. On peut donc dire que, du point de vue de la connaissance, le matérialisme est solidaire d'une conception active, ambitieuse du processus de connaissance. Connaître, c'est pas juste ressentir ou subir, c'est aussi
agir, c'est notamment formuler des hypothèses de loi qui régiraient les phénomènes, lois dont on pourra ensuite vérifier par des expérimentations si c'était les bonnes hypothèses. Ça va donner au XVIIe siècle la méthode hypothético-expérimentale des sciences naturelles, défendue et conçue notamment par Francis Bacon, le philosophe anglais. Bacon, dont Marx indique qu'il est l'ancêtre du matérialisme anglais. Donc il voit en Bacon non seulement un père de la méthode scientifique, mais un penseur qui a des affinités justement avec la démarche du matérialisme. Conception ambitieuse et active de la connaissance qui permet aussi de modifier ma conduite en anticipant l'état ultérieur du monde. Donc il y a un optimisme qui porte non seulement sur la possibilité d'acquérir la connaissance, mais aussi d'en faire un usage transformateur dans la vie. On a ici, je trouve, me semble-t-il, une caractéristique un petit peu générale de l'état d'esprit ou des gestes intellectuels que font les auteurs matérialistes, est une certaine tendance à mettre en mouvement des choses qui semblaient passives. Souvenez-vous de ce que je professais dans la partie précédente de cette conférence sur le fait qu'un certain nombre de découvertes scientifiques dans la modernité avaient mis en mouvement des choses qui passaient pour immobiles, comme la planète Terre qui est en mouvement dans l'espace, ou comme les espèces qui en fait sont en transformation au cours du temps, telles que va le démontrer Darwin. Eh bien, là aussi, dans cette conception de la connaissance, par rapport à une théorie empiriste notamment, la conception matérialiste est singulièrement telle qu'elle se développe chez Marx dans sa critique de Feuerbach, met en avant l'activité du sujet dans le processus de connaissance. Le sujet semblait passif dans un certain nombre de théories traditionnelles et notamment dans la conception empiriste de la connaissance, tandis qu'en fait il est actif. Il est actif parce qu'il s'approprie son environnement, parce qu'il fait des choix, il peut poser des hypothèses, bref, il y a toute une démarche qui fait que ce qui semblait immobile est en fait mobile, il y a une action du sujet de la connaissance. Donc on peut inscrire ça dans le mobilisme universel qui caractérise la pensée matérialiste. Tout est en mouvement, y compris notre pensée, les concepts qu'on va poser. On peut transformer les concepts qu'on avait posés pour interpréter le réel. On va même devoir être obligé de transformer ces concepts puisque le réel dont ils sont l'abstraction est un réel lui-même en transformation. Il y aura donc un développement, un enchaînement et une transformation au cours du temps qui sera nécessaire pour que la pensée reste adéquate à la réalité. Cette agentivité du sujet de la connaissance, on pourra en trouver des équivalents dans le marxisme s'agissant de l'agentivité qui est reconnue aux couches sociales populaires, aux couches sociales dominées, qui ne sont pas simplement les vaincus de l'histoire qui subissent une oppression de manière passive, mais qui sont au contraire des agents engagés dans une lutte de classe et dans laquelle ils jouent un rôle actif pour changer leurs conditions d'existence et potentiellement transformer les rapports économiques et sociaux. Donc là aussi, ceux qui semblaient passifs, à savoir le peuple, les masses, les gens ordinaires, se voient dotés d'une capacité d'action et sont remis aussi en mouvement d'une certaine façon. Enfin, pour terminer sur cette partie, contre le rationalisme et l'aspiration hegelienne au savoir absolu, le matérialisme implique une finitude de la connaissance. Alors ça reprend un petit peu ce que je disais dans le premier point. Donc on a montré que la connaissance était possible, on a montré que c'était toujours une approximation de ce que la chose est en soi, une identité partielle avec la chose, mais une identité quand même, donc c'est pas rien quand même d'avoir démontré ça. Mais cependant, il ne faudrait pas que cet optimisme vis-à-vis de la possibilité de la connaissance qui se produit par une interaction du sujet et de l'objet, c'est pour ça que j'ai parlé d'un interactionnisme, on aurait aussi pu dire que c'est un constructivisme d'une certaine façon, jusqu'à un certain point en tout cas. Cette confiance dans la capacité de l'esprit humain et dans la science à agrandir l'ensemble de nos connaissances ne doit pas nous faire tomber dans l'excès complètement opposé qui serait l'aspiration à l'omnipotence et à l'omniscience. En effet, on ne peut pas atteindre le savoir absolu et le matérialisme, dans son principe, me semble solidaire d'une finitude de la connaissance humaine, parce que même sans introduire des considérations sur le problème de l'aléatoire, on peut certifier contre Hegel que le réel n'est pas réductible au rationnel. Et c'est un peu ce que j'avais déjà dit tout à l'heure à propos de l'absence, de l'identité et de la non-identité de ma table qui est et ma table qui devient.
Le réel n'est pas réductible au rationnel, c'est-à-dire qu'il n'est pas réductible au concept, à la logique, à la fixation que l'esprit peut en prendre. Les conceptions qu'on peut se faire de la chose sont toujours des coupes, des aperçus, des flashs, un peu comme une photographie, d'une réalité qui reste complexe et en mouvement. Le réel n'est pas réductible au rationnel, il n'est ni réductible ni déductible logiquement de ce que je peux en penser. Aucune série d'idées, depuis une quelconque vérité fondamentale, aucune série d'idées logiquement bien enchaînées ne pourra m'amener à la connaissance de ce qui est. Ça pourra juste me donner un panorama cohérent en soi, mais la vérité, une forme de vérité cohérente ne sera jamais nécessairement en phase avec ce qui existe vraiment. Ce sera dans le domaine de la pure possibilité ou de la mathématique. Entre la pensée et l'objectivité, il n'y a pas de fusion ou d'équivalence absolue possible. Parce que si la pensée parvenait à se joindre totalement à ce dont elle est la pensée, donc à l'être, aux choses, l'objet se dissoudrait dans le sujet, ou inversement, le sujet se dissoudrait dans l'objet. Enfin bref, la rupture entre les deux disparaîtrait. Or, s'il n'y avait plus de rupture entre la conscience et les éléments de la nature, ou les éléments du monde extérieur, ça invaliderait la thèse dont on est pourtant parti au départ sur le réalisme ontologique, c'est-à-dire l'affirmation qu'il existe bel et bien un monde en dehors de l'esprit. Donc, il existe un monde en dehors de l'esprit. Le corollaire dans le domaine de la connaissance de cette affirmation, c'est que l'esprit ne peut pas connaître tout ce qui n'est pas lui. Il y a nécessairement une limite. Sinon, il y aurait fusion des deux. Donc, on peut reprendre une formule d'un auteur contemporain, Michael Kyle. L'être de la connaissance, donc ce qui est connu, échappe à la connaissance elle-même, excède la connaissance, est transphénoménal. Il y a un au-delà de ce qu'on peut penser, percevoir ou comprendre de la chose. On peut aussi, avec un autre auteur contemporain qui est décédé, Marcel Conche, un philosophe matérialiste, poser que pour le matérialisme, il y a un principe d'exclusion. Alors, je cite, « On ne peut voir les choses d'une certaine façon qu'en ne les voyant pas d'une autre façon. On ne peut voir une maison d'un côté qu'en ne le voyant pas d'une autre. On ne peut observer une tige au microscope qu'en ne le regardant pas en vue normale. » Etc., etc. Donc, c'est pas simplement l'idée qu'il y a un point de vue, c'est que cette idée du point de vue, cette idée de la relativité de la perception et du sujet de la connaissance implique nécessairement qu'on ne peut pas avoir un point de vue total sur la chose, on ne peut pas avoir une connaissance absolue, donc il n'y a pas de savoir absolu concevable. Ceci contre l'hégélianisme. L'idée d'un regard qui regarderait de tous les côtés, à la fois, est donc absurde. Ça, ce serait le regard de Dieu, un regard omnipotent, omnidirectionnel, ça n'existe pas, et il n'y a pas de Dieu, en tout cas, rien ne justifie qu'il y en ait un pour le matérialisme, même si j'y reviendrai peut-être en conclusion. En résumé, une autre manière de qualifier la théorie de la connaissance du matérialisme, ce serait de dire qu'elle forme une certaine dialectique, c'est-à-dire un mouvement avec des étapes et un dépassement progressif vers un résultat plus complexe. C'est une dialectique qui repose sur un dépassement du rationalisme essentialiste d'un côté, ce qui serait par exemple la pensée de Platon, et inversement du nominalisme sceptique, c'est-à-dire l'idée que notre langage, nos concepts et nos mots ne sont que des tentatives de parler des choses, mais qui les simplifient abusivement à chaque fois, parce que la chose serait toujours particulière, alors que le langage et nos concepts seraient toujours généraux. Il y aurait donc un hiatus fondamental qui fait que on dit que je dis que telle chose c'est une bouteille, mais en fait c'est pas juste une bouteille, l'appellation de bouteille ne cerne pas vraiment la particularité et la singularité de la chose, parce que c'est pas juste une bouteille, c'est une bouteille bleue, c'est une bouteille bleue de telle matière, c'est une bouteille bleue de telle matière que j'ai achetée à telle date, etc. etc. Et donc aucune caractérisation n'épuise l'originalité et la particularité de la chose. Ce qui amène les auteurs nominalistes vers un certain scepticisme s'agissant de la connaissance. Et bien, contre ces deux positions extrêmes, le matérialisme tente une dialectique de la connaissance qui se base sur des interactions entre le sujet et l'objet, ces deux pôles ayant la capacité de construire la connaissance de manière progressive et toujours approximative. Il y a donc à la fois une identité partielle du sujet détenteur d'une vérité,
à propos d'un objet qui est saisi dans sa vérité, et en même temps qu'il y a cette identité partielle entre la pensée et ce à quoi elle pense, il reste en même temps une distance infranchissable parce que ça n'est jamais une fusion ou une captation totale de la chose qui est pensée par la pensée. Alors pour résumer tous les différents aspects de la caractérisation du matérialisme que j'ai donné depuis le début de ces vidéos, si on devait résumer en quelques phrases simples qu'est-ce que le matérialisme, qu'est-ce qu'un penseur matérialiste, quelles sont les différentes thèses qui composent le matérialisme, eh bien on pourrait dire qu'un matérialiste, c'est petit 1, un réaliste ontologique qui défend un monisme de la matière. C'est également un pluraliste ontique, c'est-à-dire que dans... j'ai sauté une étape, donc je reprends. C'est un réaliste ontologique, c'est un moniste de la matière, il n'existe que de la matière, c'est un mobiliste universel, c'est-à-dire tout ce qui est en transformation continue, il n'y a que du mouvement, encore une autre formule, l'être est devenir. Un matérialiste, c'est un éternaliste s'agissant de la nature, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cause antérieure à la nature, où il n'y a pas d'entité avant la nature qui créerait la nature. Un matérialiste, c'est un pluraliste ontique, c'est-à-dire qu'il y a une diversité des entités qui composent la nature. C'est un optimiste interactionniste s'agissant de la possibilité de la connaissance. Et enfin, on pourrait ajouter un dernier trait qui donne un petit peu un aperçu du genre de démarche philosophique que vont privilégier les matérialistes. J'ai aussi rajouté dans la définition que le matérialiste se caractérise par un souci aucamien de ne pas présumer l'existence d'entités non vérifiables et non nécessaires à l'élucidation de l'expérience. Guillaume d'Occam, comme vous le savez, c'est ce philosophe anglais du Moyen-Âge dont on cite le principe sur lequel il ne faut pas multiplier les catégories sans nécessité. Donc on n'a pas à inventer des concepts ou des catégories supplémentaires, ou des mots, ou des choses qui sont censées désigner des entités dans le monde, si ce n'est pas utile, si ça ne répond pas à un besoin, à une nécessité pour clarifier ou mieux préciser l'explication qu'on donne de la nature des choses. C'est un principe de simplicité épistémologique, si vous voulez. Cette lutte contre les entités superflues, cette lutte contre les hypostases, comme par exemple les idées chez Platon, cette lutte contre les entités inutiles qu'on a ajoutées dans la théorie et qui ne remplissent aucun rôle, elle est assez caractéristique de la démarche du matérialisme, et même d'un autre côté, elle est assez caractéristique de la démarche des sciences naturelles, au moins dans les premiers siècles de la modernité, où il y avait toute une lutte à engager contre les entités qui composaient le discours de la pensée, on va dire, magique ou prémoderne. La pensée astrologique, la pensée des fluides, la pensée des forces cachées dans la nature, etc., repose sur tout un tas d'entités ou d'appellations qui ne renvoient en fait à aucune réalité. Donc il a fallu mener une sorte d'énorme lutte pour simplifier le langage, pour produire un langage scientifique qui désigne des entités vérifiables, soit par expérience directe, soit par inférence à partir d'expérience. Alors j'ai créé un petit schéma qui représente finalement ces différentes thèses interconnectées du matérialisme. Je vous laisse le regarder quelques instants. Donc à chaque fois, j'ai essayé de préciser qu'est-ce que défendait le matérialisme et à quel type de pensée ou de philosophie ça pouvait être opposé. Alors je continue, je vais donc maintenant passer à la dernière partie de cette conférence et je vais rapidement traiter des clivages internes, des variantes et des formes au sein de la pensée matérialiste. Donc après avoir décrit de façon un petit peu idéale typique qu'est-ce qui devrait caractériser un penseur matérialiste de manière complète ou voilà, exemplaire, on va regarder finalement les conflits internes ou les variantes. Qu'est-ce qui différencie entre les matérialistes, maintenant qu'on les a bien présentés de manière homogène par rapport aux autres courants de philosophie fondamentale. Qu'est-ce qui permet de montrer qu'il y a des différences internes, voilà, qui parcourent l'histoire du matérialisme et qui se retrouvent encore aujourd'hui parmi les différents philosophes matérialistes.
Donc un premier clivage qu'on peut introduire, c'est le clivage entre le réductionnisme et le non-réductionnisme. Alors, l'approche réductionniste, c'est celle qui pourrait être traduite par la définition que je vais lire. Donc selon la définition suivante, être matérialiste, c'est en effet expliquer le plus haut par le plus bas, par exemple la pensée par la vie non pensante, la vie par la matière inanimée, l'esprit par le corps, la superstructure par l'infrastructure, etc., etc., ce qui suppose que le plus bas ou le plus simple existe d'abord et engendre le plus haut par un processus historique de complexification, d'où l'importance dans la tradition matérialiste de l'idée du progrès. Les choses progressent au fil du temps puisque des ordres de complexité plus grands ou des réalités plus complexes et moins susceptibles d'avoir lieu d'un certain côté sont susceptibles d'apparaître au cours du temps. Donc un progrès au sens d'une complexification est possible, tandis que la catégorie de la chute joue un rôle très important dans les traditions religieuses et idéalistes. C'est plutôt au commencement pour les penseurs d'orientation inverse que les choses étaient les plus parfaites, et puis au cours du temps elles se dégradent, hein, elles périssent, elles dépérissent, l'esprit tombe dans la matière, les âmes oublient ce qu'elles savaient dans leur vie antérieure, chez Platon. Hein. Enfin, voilà, le mouvement de la chute et de la déperdition serait plutôt caractéristique des traditions opposées au matérialisme. Alors cette caractérisation qui nous est proposée par un auteur contemporain, c'est André Comte-Sponville, elle a plusieurs, elle tend à expliquer le plus complexe par le plus simple, et l'une des manières de comprendre ça, ce serait le réductionnisme de type physicaliste. Pour le réductionnisme de type physicaliste, ce qui existe réellement, ce sont des entités physiques, des processus physiques, et à la limite, les seuls objets dont on devrait parler, c'est les objets dont parle la science physique. Donc c'est une position qui est assez radicale, hein, mais il y a des tendances de cet ordre-là qui peuvent se manifester dans différentes sciences ou dans différentes parties de la réflexion philosophique. Par exemple, dans la philosophie de l'esprit, on distingue un matérialisme réductionniste et un matérialisme non réductionniste. Donc, le matérialisme réductionniste en philosophie de l'esprit va dire que finalement, l'esprit, ça n'est rien que des phénomènes physiques qui ont lieu à un certain point de l'espace-temps, qui serait le cerveau ou qui serait le corps. Dans cette perspective-là, on va tenter de réduire ou de redécrire en termes physiques des processus cérébraux ou mentaux. La douleur, c'est juste une certaine suite de mouvements à un certain point donné de l'espace-temps, mais voilà, la tendance va être d'essayer de donner une description physique des processus qui semblent caractériser des entités à première vue non physiques. Ça, c'est une tendance réductionniste. La tendance inverse, dans le domaine de la philosophie de l'esprit, on nous dit qu'elle est représentée notamment par un dénommé Donald Davidson, qui lui défendrait un matérialisme non réductionniste. Ça consisterait à dire plutôt que, tout en admettant que chaque état ou chaque événement mental particulier est identique à un état ou un événement physique particulier, il considère néanmoins qu'il n'y a de loi causale stricte qu'au niveau physique et que les explications psychologiques qui opèrent dans un cadre normatif et holiste sont irréductibles à des explications physiques. Ça voudrait dire que quand bien même on pourrait dire que le phénomène mental et le phénomène physique ce ne sont que deux aspects d'un même phénomène plus fondamental, il y aurait une validité ou une pertinence des explications d'ordre psychologique considérées comme un discours scientifique indépendant du discours de la physique. Voilà. Tout ne serait pas réductible à la physique. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas matériel, mais qu'encore une fois, c'est un niveau de la matière. En fait, pour le non-réductionnisme, il y a des niveaux de la matière qui ne sont pas explicables par des niveaux plus simples. Il faut faire produire des régimes de discours différenciés selon les types d'entités rencontrées. Bon voilà, je pourrais longuement développer là-dessus, mais j'ai mis des notes, donc je ne vais pas forcément m'attarder plus que ça. L'un des défauts qu'on pourrait souligner dans l'approche réductionniste, l'une des critiques qu'on pourrait lui faire, c'est que
quand André Comte-Sponville nous dit être matérialiste, sous-entendu pour lui, le matérialisme se confond avec un matérialisme réductionniste. Être matérialiste, c'est expliquer le plus haut par le plus bas. Et bien, cette caractérisation conserve d'une certaine façon implicite la dépréciation traditionnelle des types de réalités posés comme étant matériels par opposition à des types d'entités posés comme non matériels. Par exemple, quand on nous dit on explique l'esprit par le corps, donc le plus haut par le plus bas, en fait, ça veut dire qu'on ne renonce pas tout à fait à la tradition qui fait que le corps, c'est quelque chose de bas. Vous voyez, il ne rejette pas la charge normative et dévalorisante qui pèse sur le corps quand il dit on va expliquer l'esprit par le corps. Et sous-entendu, le corps, c'est le plus bas. Pourquoi ce serait bas, en fait? Parce que si on essaie de rompre avec les catégories de la tradition, catégories religieuses et catégories idéalistes, il n'y a pas de raison de dire que le corps il est plus bas que l'esprit. Pourquoi il y aurait un haut et un bas? Pourquoi il y aurait sous-entendu un bien et un mal dans le fait que telle chose c'est plutôt du corps et telle chose c'est plutôt de l'esprit? Et d'ailleurs, comment pourrait-on encore faire la distinction, puisque pour un matérialisme, l'esprit c'est le corps considéré d'un certain point de vue, ou c'est un certain type de réalité matérielle aussi bien que le corps. Donc voilà, cette opposition entre des pôles dont les uns seraient supérieurs aux autres, quand bien même ce serait pour dire que la tradition n'a pas mis les choses dans le bon ordre hiérarchique, ça ne rompt pas finalement avec cet ordonnancement hiérarchique, et donc ça me semble problématique. C'est pas assez radical, quoi. Alors pour présenter un petit peu plus en détail la position, l'autre type de matérialisme, donc celui qui est non réductionniste, pour le non réductionniste, il y a des niveaux de réalité au sein de la matière ou au sein de la nature qui sont irréductibles les uns aux autres. On ne peut pas tout ramener à un déterminisme unilatéralement physique. Alors, je cite un auteur qui est plutôt de cette tendance-là, qui est Laurent-Michel Vacher. On ne voit pas pourquoi les complexes matériels n'auraient pas d'autres propriétés que celles apparemment élémentaires que désignent les modèles mécaniques. Donc il y a un certain nombre de propriétés qui se manifestent quand des entités physiques interréagissent, mais quand un certain type d'entité physique est constitué, on ne voit pas pourquoi il n'y aurait pas des propriétés qui pourraient émerger, qui ne seraient pas simplifiables ou réductibles aux propriétés plus simples. Typiquement, si je dis que les êtres vivants sont capables de volonté, ou de désir, ou de je sais pas quoi, peut-être que c'est vraiment des genres de réalités qui concernent un certain type d'être matériel, évidemment, constitué lui-même par certains processus physiques, mais pour le non-réductionniste, c'est pertinent de dire qu'on ne peut pas réduire ce que c'est que la volonté juste à des caractérisations en termes d'événements physiques. Parce que dans le monde du physicien, il n'y a que des processus impersonnels et on ne voit pas très bien comment un physicien pourrait parler de la volonté. Si on applique le même schéma ou la même approche non réductionniste dans le domaine de l'histoire, là je vais lire un commentaire d'un historien, enfin sur un livre d'un historien. Donc pour cet auteur, les conditions matérielles, géographiques, géopolitiques, économiques déterminent les productions culturelles, techniques, scientifiques, intellectuelles. C'est l'inférieur qui rend compte du supérieur. L'auteur ici assume les principes généraux de la démarche scientifique qui sont proprement réductionnistes. Donc là, c'est Vincent Citeau, un philosophe qui fait une critique d'un livre d'un historien américain qui s'appelle Cossandet, et Cossandet tente d'expliquer l'apparition de phénomènes culturels, techniques, etc., par des phénomènes économiques, géographiques, etc., dans une approche plus ou moins marxisante, même si ce n'est pas forcément les convictions explicites de l'auteur, mais enfin, en tout cas, il y a quelque chose d'un peu marxiste au sens mécanique et justement orthodoxe, quoi. Ce qui est en bas explique que ce qui est en haut, puis l'économie détermine les autres niveaux. C'est très, très caricatural et résumé, mais c'est plutôt ce type d'explication qui est privilégié. Et alors, on a beau mettre des guillemets à supérieur et inférieur pour dire que c'est pas vraiment des instances qui auraient une valeur normative ou une valeur symbolique plus élevée que les autres, ça reste quand même problématique d'expliquer la causalité toujours dans ce sens-là. Et voici ce que dit Citeau sur ces explications historiques. On pourra tout de même regretter, donc il ne dit pas que c'est faux de dire que oui, les transformations économiques, elles ont produit dans la société à un autre niveau des changements dans la culture, dans la religion, dans ceci, dans ça. C'est pas que c'est faux, mais on pourra regretter la façon dont l'auteur minimise les effets en retour de cette détermination.
Et là, on a un concept qui est éminemment dialectique, qui est le concept d'effet en retour, ou de feedback, si on disait ça en anglais. Sans remettre en cause l'explication réductionniste, il est néanmoins vrai que les mentalités, une fois constituées, peuvent être d'authentiques freins ou adjuvants au progrès. Donc ce qu'en vocabulaire marxiste on appellerait la superstructure, c'est-à-dire les croyances, les idéologies, les pensées, les savoirs intellectuels, etc., c'est pas juste une conséquence d'un truc qui serait la cause et qui resterait dans son coin une conséquence de manière isolée. Il y a une intercommunication des différents éléments et l'infrastructure, la superstructure a des effets retours ou détermine à son tour des changements ou des possibilités dans l'infrastructure. Si je suis dans une culture religieuse très hostile à l'innovation technique, ce sera plus difficile de faire des innovations techniques ou des changements dans la production économique ou je sais pas quoi. Donc il y a bien un poids, ou il y a bien un facteur causal au niveau aussi de ce qui semble plus éthéré ou moins fort ou pesant pour un certain matérialisme un peu simpliste, à savoir l'idéologie, la culture, la science et la religion, la philosophie, etc. Donc il faut quand même prendre en compte la possibilité que ces différents niveaux exercent tous des effets de détermination pour un matérialisme non réductionniste. Par ailleurs, quand on prétend expliquer le plus simple par le plus complexe, il faut bien voir qu'on a la prétention de savoir ce qui est plus simple ou plus complexe. Or, c'est pas forcément si évident que ça, ni d'un point de vue du poids des différents facteurs, ni d'un point de vue de la chronologie, qu'est-ce qu'était la cause la première. En fait, on pourrait tout à fait soutenir au contraire qu'il y a une influence réciproque des différents ordres de causalité naturelle. Par exemple, le domaine du psychisme a des effets sur le corps physique. Si je suis victime de mauvais rêves, donc chose qui se passe, semble-t-il, dans le domaine de la pensée, même si c'est le cerveau, eh bien c'est susceptible d'introduire des changements physiques, des tremblements, des mouvements corporels, etc. Donc il y a des rétroactions, pour employer un terme qui cette fois-ci vient de la cybernétique, il y a des rétroactions entre les différents niveaux de détermination et les différentes structures ou les ordres de choses qu'on peut distinguer au sein de la matière. Donc le psychique peut influencer le physique, et pas simplement le physique influencer le psychique. Inversement, une autre causalité auquel on ne penserait pas spontanément. Le niveau social n'est pas simplement la conséquence de détermination qui adviendrait à un niveau physique ou à un niveau biologique. On peut bien sûr introduire des éléments d'explication de la société par la biologie, la génétique, les facteurs environnementaux et tout ce qui rapproche l'homme finalement des autres espèces animales. Mais il faut aussi voir en retour que la société, le niveau social et même social historique, parce que les deux sont interdépendants, le niveau social historique de la réalité exerce lui aussi à son tour des effets de détermination vers le niveau qui semble inférieur ou antérieur, le niveau biologique ou naturel ou organique. En effet, on sait que l'histoire et l'évolution des sociétés modifient l'évolution biologique des espèces. Si un certain peuple décide de s'installer en haute montagne himalayenne il y a des milliers d'années, et bien au bout de plusieurs milliers d'années et d'effets aléatoires de l'évolution, on va avoir des Tibétains qui ont une capacité pulmonaire supérieure à la moyenne des humains. C'est bien un certain choix ou un certain événement historique et social qui détermine des transformations dans l'ordre ou dans le domaine de la biologie. Donc en fait, on ne peut pas simplement avoir une vision mécanique et unilatérale où le plus simple explique le plus complexe ou le plus tardif, entre guillemets. Les différents niveaux de la réalité semblent bel et bien interconnectés et susceptibles d'avoir des effets retours, des effets de détermination les uns les autres. C'est donc la position que moi j'aurais tendance à privilégier, la position non réductionniste, invite à critiquer une formulation telle que être matérialiste, c'est expliquer le plus simple par le plus complexe. C'est pas si simple que ça. Par ailleurs, caractériser certains niveaux ou certains genres de la réalité comme étant plus simples ou plus antérieurs que d'autres, c'est présumer qu'on sait qu'est-ce qui était là en premier. Alors, ça peut sembler relativement acceptable dans l'état actuel des connaissances scientifiques de dire que la biologie est plus ancienne que l'histoire humaine ou que la physique est plus ancienne que le phénomène vivant, parce que il semble que quand on remonte dans un passé de l'histoire de l'univers suffisamment lointain, on voit des phénomènes physiques, mais on voit plus de phénomènes vivants. Donc, les phénomènes purement physiques semblent les plus simples et les plus anciens. Cependant, ça reste une perspective qui est déterminée par l'état actuel des sciences. Que se passera-t-il si on apprend ultérieurement que, en fait,
dans un passé super lointain, il y avait déjà de la vie, et puis il y avait même de la vie avant qu'il y ait des phénomènes physiques, ou en tout cas, il y avait... Enfin voilà, on pourrait être amené à douter de savoir quel est le niveau qui constitue en quelque sorte le fond, ou le niveau le plus simple. Voilà, cette idée d'être le niveau le plus simple est un petit peu problématique. En tout cas, elle relève plus de l'hypothétique que de la certitude. Où est le fond, en fait? Où est ce sur quoi tout le reste est censé marcher? Comment savoir qu'on passe du plus simple au plus complexe? Bon, alors dans le plus complexe, on est censé retrouver ce qu'il y a dans le plus simple, mais on ne peut pas être sûr que c'est vraiment le plus simple dans un sens chronologique. Donc une formulation moins dogmatique d'un matérialisme minimal serait plutôt de dire non pas que le matérialisme doit expliquer le plus simple par le plus complexe, l'inverse, pardon, le plus complexe par le plus simple, mais plutôt que le matérialisme est solidaire de l'idée de l'émergence, ou en tout cas d'une émergence possible dans la nature, d'une complexification possible dans la nature. Il peut y avoir des genres de réalités qui se forment au sein de la matière qui sont irréductibles, hein, c'est bien ça le non-réductionnisme, irréductibles à tel ensemble de propriétés ou de déterminations qui existent à un niveau plus simple. Et on sait qu'une telle émergence est possible, ou Antoine a toutes les raisons de le penser de notre point de vue dans le temps, puisque nous sommes justement à un stade du temps qui est postérieur à certaines de ces transformations. Voilà, on sait que, semble-t-il, la physique a amené par la rencontre des bons éléments le phénomène vivant par sa propre évolution et la rencontre des bons éléments a amené le psychique par l'évolution interne du vivant et la rencontre des bons éléments a amené la conscience humaine s'accompagne de genres de réalités qui n'existaient pas avant, comme l'histoire, la capacité d'auto-transformation historique des êtres humains. Et puis les êtres humains, en plus, eux aussi produisent des genres de réalités qui n'existeraient pas sans eux, que sont les artefacts, dont notamment les objets techniques. On produit des machines, on produira bientôt des robots et des IA, et finalement il y a des genres de réalités qui, semble-t-il, n'auraient pas pu exister si certaines réalités plus simples n'avaient pas précédé leur avènement. Donc, idée d'émergence, hein, voilà, qui est un grand concept important de la pensée matérialiste, la conception matérialiste de la nature. Il y a des processus de complexification à l'œuvre dans la nature. Dire qu'il y en a ne présume pas du fait que ce serait un mouvement général et linéaire vers toujours plus de complexité. On ne peut pas tirer du fait qu'on peut avoir l'impression qu'au cours de tout le temps qui s'est écoulé jusqu'à maintenant, le mouvement est allé vers toujours plus de complexité. La certitude que ça va continuer dans le futur. Peut-être qu'il n'y aura pas toujours un mouvement vers toujours plus de complexité. Peut-être que c'était juste possible selon des conditions énergétiques ou je ne sais pas quoi du fonctionnement de l'univers, mais voilà, on ne peut pas présumer qu'une tendance qui a toujours lieu aura toujours lieu. C'est peut-être probable, c'est peut-être une croyance pas complètement stupide, hein, mais ça reste un peu hypothétique. Par ailleurs, on ne peut pas non plus tracer une équivalence entre la notion de progrès et la désignation de ces processus de complexification dans la nature. Certaines fois, ou dans une certaine mesure, ça semble tentant. On pourrait avoir tendance à penser, par exemple, que c'est un progrès pour l'univers que le vivant soit apparu, ou quelque chose dans ce genre-là. Cependant, il n'y a pas d'équivalence complète entre les concepts de complexité et de progrès. On peut imaginer des entités très complexes qui n'auraient pas forcément plus de valeur que des entités plus simples. Peut-être qu'un chat, c'est moins complexe que, je sais pas moi, une bombe atomique, mais ça ne veut pas dire que la bombe atomique va forcément plus de valeur que mon chat. En tout cas, ce serait tout à fait débattable. Alors cette idée qu'il y a une émergence à l'œuvre dans la nature, qui ouvre des possibles, qui fait apparaître des types d'entités qui n'étaient pas déjà là, elle s'oppose au rationalisme essentialiste qu'on trouverait par exemple chez Leibniz, ou pour n'importe quelle pensée pour laquelle tout ce qui est réalisable existe déjà à titre de potentiel dans des entités, dans des possibles, dans des... comment dirais-je ? Ça s'oppose à l'idée que tout ce qui advient était déjà là et était en attente d'être réalisé, en fait, dans le passé, hein, au sens où le passé, en quelque sorte, tombe dans le présent quand un possible qui attendait d'être réalisé adviendrait, quoi. Bon, c'est assez métaphysique et je ne vais pas trop détailler. Cette idée d'émergence s'oppose à l'idée qu'il y aurait
des individus qui seraient déjà là de toute éternité et qui attendraient de toute éternité d'être réalisés par le mouvement de la nature, quoi. La nature fait émerger du nouveau, donc il y a une solidarité, semble-t-il, entre l'idée d'émergence et l'idée de nouveauté. Alors là, il y a un texte de Simondon sur en quoi le matérialisme de Simondon est un matérialisme du type non réductionniste. Je ne vais pas le lire spécialement parce que sinon ça va être trop long. Regarde un petit peu l'heure. Donc, parmi les exemples de philosophes qui défendraient par exemple une forme de matérialisme non réductionniste, effectivement dans les Français on peut citer Gilbert Simondon. Alors je passe vite sur un autre clivage interne au matérialisme, c'est le clivage entre déterminisme et non-déterminisme, ou plus exactement l'idée que cette nature qui est en mouvement permanente, est-ce qu'elle est régie par des chaînes causales et par un déterminisme strict, ou est-ce qu'il y a une part d'aléatoire et de chaos ou de hasard, appelez ça comme vous voulez, qui fait que tout n'est pas purement et simplement déterminé. Donc, il y a des matérialistes qui pensent que si, tout est déterminé, puis il y a des matérialistes qui pensent que non, tout n'est pas complètement déterminé. Dans la nature, il y a une part de hasard, de chaos, d'aléatoire, qu'on peut penser de différentes façons, mais enfin voilà, ça c'est un clivage interne. Ce clivage peut se recouper ou pas avec le clivage précédent sur le non-réductionnisme, ce qui fait qu'on pourrait créer un tableau à double entrée avec les croisements entre ces différents types de positions. Donc il y a des gens qui pourraient être donc des matérialistes qui pourraient être réductionnistes et déterministes. C'est par exemple ce qu'on pourrait appeler des positions physicalistes réductionnistes ou des positions panphysicalistes. Donc pour le panphysicaliste, il n'y a que des corps physiques ou des phénomènes physiques et ça détermine tout. C'est une interprétation du monde. On pourrait imaginer un matérialisme réductionniste non déterministe. Alors pour celui-là, il n'y a aussi qu'un seul genre de réalité, mais elle n'est pas forcément régie par la causalité de manière stricte. Bon, je ne suis pas vraiment sûr de qui défendrait cette position, donc j'ai mis des points d'interrogation. On pourrait concevoir un matérialiste qui serait non réductionniste, mais déterministe. Alors pour celui-là, il y a effectivement plusieurs niveaux de réalité, par exemple la physique, enfin le niveau physique ou le niveau biologique, par exemple. Mais aussi bien au niveau physique qu'au niveau biologique ou à tout autre niveau concevable, il y a un déterminisme strict qui s'applique. Il est possible que Hobbes ait défendu une position de ce genre-là. Et enfin, quatrième sorte de combinaison possible, on pourrait avoir un matérialisme qui serait à la fois non réductionniste et non déterministe, c'est-à-dire que non seulement il y a plusieurs niveaux de réalité, mais en plus, à chaque niveau, on peut identifier une partie des phénomènes qui se produisent qui ne sont pas strictement réductibles à des déterminations causales. Autrement dit, il y a du chaos ou du hasard un peu partout dans les différentes sortes de formations matérielles possibles. Bon, je passe. Alors ensuite, on a la question dans les clivages internes du matérialisme de l'athéisme. Alors c'est assez simple, si vous avez compris les différentes thèses qui ont été posées, vous ne serez pas surpris que je vous dise que la quasi-totalité des philosophes matérialistes dans l'histoire ont été des athées. C'est bien logique parce qu'on ne voit pas très bien comment on pourrait admettre un Dieu dans cette idée d'une nature qui serait perpétuellement en mouvement, éternelle, où il n'y a aucune réalité qui serait d'un genre fondamentalement différent des autres, etc., etc. Alors, donc Kant, par exemple, qui n'est pas du tout matérialiste, dit que les matérialistes sont des athées parce que, en réduisant l'être au spatial et à ses effets, il condamne toute dimension d'extra-mondanéité, donc l'idée qu'il y aurait quelque chose en dehors du monde, et ils annulent ainsi la possibilité même qu'il y ait un auteur du monde, par définition extérieur à sa création. Donc il ne peut pas y avoir quelque chose en dehors du réel, en dehors de la nature, il peut y avoir de créateur. Le monde n'est pas une création d'un créateur, d'un point de vue matérialiste. Cependant, on trouve quelques contre-exemples de matérialistes qui sont pas athées, mais ça vient du fait qu'ils admettent des dieux, un ou plusieurs, qui sont des entités purement corporelles. Donc, par exemple, dans l'Antiquité gréco-romaine, les épicuriens ne disent pas qu'il n'y a pas de dieu, mais ils disent que les dieux, c'est-à-dire Zeus, Jupiter et ainsi de suite, en fait, c'est un peu comme des animaux, c'est un peu comme des biches ou des serpents. C'est des entités qui doivent exister quelque part. Hein, on ne les voit pas, mais t'inquiète, ils existent quelque part. Et c'est des êtres matériels composés de corps assemblés, donc ils ont des atomes à eux, des atomes qui sont plus résistants, semble-t-il, que les atomes qui composent les humains.
Et puis voilà, ils vivent dans leur coin. Donc on peut concilier en fait matérialisme et croyance à des dieux en posant que s'il y a un dieu ou plusieurs, c'est juste des entités matérielles comme nous, comme les animaux, quoi, et qui sont quelque part dans l'univers. Bon, après, ça dépend de ce que vous appelez un dieu aussi. Effectivement, c'est une définition des dieux qui est assez différente de la définition des religions abrahamiques. Il y a aussi des gens qui disent que c'est pas vraiment ce que pensait Épicure, que quand il parle des dieux, il faut le prendre dans un sens où ça ne serait qu'une idée de l'esprit ou un fantasme. Enfin bon, il y a des controverses sur est-ce que Épicure croyait vraiment en des dieux indépendants, existants réellement, quoi. En tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le matérialisme est tout à fait incompatible avec la croyance en un dieu créateur de la nature, et donc ça le pose en opposition à toutes les formes de religion de type abrahamique, donc judaïsme, christianisme, islam, ce qui est la raison historique pour laquelle les auteurs matérialistes ont été marginalisés, même persécutés durant certaines périodes où ces religions étaient influentes et politiquement dominantes. Alors un point qui me semble intéressant à souligner s'agissant de la question du panthéisme, donc le panthéisme ce sont ceux qui pensent que Dieu se confond avec la nature ou que Dieu compose toute la nature, quoi que ça veuille dire, parce que Dieu ainsi défini on ne comprend pas très bien ce que c'est. Des fois on peut tomber dans l'histoire sur des textes d'auteurs dont on ne sait pas très bien dire s'ils sont plutôt panthéistes ou plutôt matérialistes. Voilà, des fois c'est pas forcément très clair. Cependant, il y a un point qui différencie, qui permet de bien différencier pourquoi le matérialisme n'est pas un panthéiste et n'est pas conciliable avec une position panthéiste, donc encore une fois avec l'idée que Dieu se confond avec la nature. C'est parce que donc le matérialisme ne tient pas que la matière est la cause de tout, il dit que tout ce qui existe est fait de matière. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, parce que sinon on peut ne pas bien savoir représenter la position matérialiste. Parce que si vous dites que la matière est la cause de tout, ça veut dire qu'il y a la matière et puis il y a le reste. Donc il y a une séparation entre ce qui est la matière et ce qui est les produits de la matière. Et donc finalement la matière devient quelque chose qui est en dehors du monde. Si c'est la matière qui a tout créé, c'est l'équivalent de Dieu en fait, ou c'est l'équivalent de n'importe quelle force ou entité dont on aurait dit qu'elle est extérieure au monde et qu'elle crée le monde. Donc le matérialiste ne dit pas que la matière est la cause de tout, il dit que la matière est ce dont tout est fait. Il n'y a pas de séparation ou de scission interne dans le monde ou dans la nature entre une cause et les choses créées ou les choses causées par cette cause fondamentale. Il n'y a pas de cause fondamentale, il n'y a pas de cause première pour le matérialisme, il n'y a qu'une série de causes et d'effets, ou il n'y a qu'une série d'entités en tout cas qui composent le monde, mais il n'y a pas de point zéro, il n'y a pas de début du temps ou de moment où la création aurait eu lieu. Donc cette lutte contre le dualisme, cette lutte contre la séparation de la nature entre des parties de nature métaphysiquement radicalement distinctes, elle me semble quand même aller à l'encontre de ce qui serait par exemple la position de Spinoza, parce que pour Spinoza, la nature se distingue en deux parties. Il y a une nature naturante et une nature naturée. La nature naturante, c'est la nature qui produit la nature, et la nature naturée, c'est la nature qui est produite par la nature. Et alors cette scission semble un peu bizarre, et ça rend douteux qu'on puisse rapprocher réellement Spinoza d'une position matérialiste. C'est d'ailleurs pas la seule raison qui fait que malgré des apparences de proximité, Spinoza n'est pas strictement matérialiste. On pourrait sans doute dire aussi la même chose de Nietzsche, même si c'est encore moins facile de préciser la différence entre le matérialisme et Nietzsche. Je vous renvoie une vidéo précédente de ma chaîne sur le matérialisme de Nietzsche. Donc voilà, à retenir, le matérialisme n'est pas un panthéiste. La matière n'est pas la cause de tout, elle est ce qui compose tout. Il n'y a que de la matière ou il n'y a que de la nature. Il ne faut pas prendre la matière pour une sorte de laïcisation d'une force surnaturelle. La matière, c'est pas quelque chose qui est en dehors du monde et qui crée le monde, c'est le monde lui-même, considéré comme étant autosuffisant et en transformation perpétuelle. En fait, la matière, c'est une certaine manière de parler du monde ou de qualifier la nature, d'indiquer ses propriétés récurrentes, universelles et fondamentales. On ne peut pas dire qu'un phénomène est causé par la matière, on peut simplement dire qu'il est causé par telle ou telle série de processus naturels que la science devra chercher et préciser.
Typiquement, et c'est pour ça que l'idée de définir le matérialisme comme une explication du supérieur par l'inférieur me semble suspecte, voire fausse. On ne peut pas dire, malgré, même si ça semble contre-intuitif, un matérialiste n'a pas le droit de dire que l'esprit est causé par la matière. Parce que si vous dites ça, ça donne l'impression que l'esprit c'est autre chose que de la matière, qu'il y aurait d'un côté la matière qui serait la cause, et de l'autre côté l'esprit qui serait le résultat. Et là, vous avez à nouveau coupé le monde en deux entités substantielles. Peut-être que vous avez renversé l'ordre des causes par rapport à quelqu'un qui vous dirait que c'est l'esprit qui crée la matière, mais ça ne change rien en fait. Dans tous les cas, ça serait un dualisme. Donc ça, on n'a pas le droit de dire ça si on est matérialiste. Alors tous ces éléments montrent à quel point il faut une très forte subtilité de pensée et une très forte attention pour défendre de manière cohérente les différentes thèses qui composent la position philosophique matérialiste. En effet, regardez les défis qui se présentent pour le matérialiste. Il s'agit de démontrer à la fois que le réel dépasse ce qu'on peut en penser, tout en montrant que le réel, ou la nature, comprend le sujet pensant capable d'avoir de la connaissance ou de le penser. Donc à chaque fois deux écueils. Même autre exemple, il s'agit à la fois de défendre que la nature est composée d'une série d'entités qui sont en devenir, qu'elle n'est que mouvement permanente, et en même temps que du point de vue du tout, du point de vue de la nature considérée comme la série de tout ce qui est, il y a une éternité puisqu'on ne peut pas poser d'extérieur ou d'antécédent à la nature. Donc elle est en devenir, mais tout ce qui la compose, enfin, elle est éternelle, considérée comme ensemble d'éléments, mais elle est en devenir, considérée sous l'angle de chaque chose qui compose la nature. Vous voyez que ça demande quand même une certaine... Voilà, faut danser de manière assez à droite, quoi. Le matérialisme aussi affirme d'un côté que le réel forme une certaine unité, que voilà, tout est matériel, et en même temps, à côté de cette assistance sur le monisme, sur l'idée de l'unité des choses, il faut souligner, parce que sinon on bute sur le problème du changement que j'avais indiqué dans la vidéo précédente, il faut aussi soutenir que l'être non seulement est un, mais il est aussi multiple, puisque cette nature se compose d'une diversité d'entités, d'une diversité de niveaux de réalité matérielle, qui potentiellement d'ailleurs se complexifie au fil du temps, donc potentiellement il y a de plus en plus de genres de réalité qui émergent. En tout cas, c'est possible. Et enfin, autre subtilité, il faut à la fois défendre que le réel est connaissable, mais qu'il est impossible à totaliser par une raison omnisciente. Donc optimisme, mais pas optimisme démesuré. J'en arrive à un dernier point qui concerne le rapport du matérialisme et de la morale. Donc on va traiter un petit peu de métaéthique, c'est-à-dire de la partie de la philosophie qui réfléchit à la nature des jugements moraux, à la nature des propositions éthiques et au fondement possible ou pas de la morale. Puisque la morale était autrefois liée à la religion, le matérialisme est dénoncé par les religieux comme étant immoral, comme étant contraire à la morale, comme détruisant le fondement ou la légitimité morale. Ah, vous pensez qu'il n'y a que de la nature qui est en mouvement, donc il n'y a pas de Dieu, donc il n'y a pas de commandements moraux. Quelque chose comme ça. Donc il y a toute une longue histoire de dénonciation et de caricature le plus souvent des auteurs matérialistes comme des détraqués, des gens dangereux, voilà, qui bafouent les lois et les mœurs. Alors, ce à quoi s'oppose le matérialisme en matière de morale ou de catégorie ou de concepts moraux, c'est ce qu'on pourrait appeler le processus de réification du bien, qui n'est en fait qu'un cas particulier d'hypostase, dont j'ai dénoncé tout à l'heure dans le cas de Platon, le processus général. Ce processus consiste à dire que le bien, ça serait une réalité indépendante de l'individu, une réalité en soi, une réalité qui existerait là-bas. Vous voyez, hein, le bien, c'est le truc qui est là-bas, comme une chose qui n'aurait rien à voir avec nous et qu'on pourrait contempler, qu'on pourrait écouter, qu'on pourrait rejoindre. Voilà, on pourrait s'efforcer d'aller vers le bien, comme si le bien c'était un truc, un lieu finalement, en quelque sorte, un endroit ou une entité qui serait hors des sujets concernés par la morale, hors des individus concernés par la morale. Donc ça, ce serait un processus de chosification du bien. Et effectivement, le bien chez Platon, c'est une idée. L'idée, c'est une réalité qui est objective, indépendante de nous. Et donc, il y a l'idée du bien, éternelle, parfaite, qui nous contemple voilà, depuis les cieux platoniciens.
ça deviendra évidemment dans le christianisme Dieu, hein, voilà, qui est lui aussi une réalité en soi, et Dieu c'est le bien. Et donc on voit que cette réification du bien, elle semble autoriser, sinon déterminer logiquement et mécaniquement, une certaine forme d'autoritarisme, parce que si le bien c'est un truc qui est complètement indépendant des individus, bah, les individus doivent se régler sur le bien, les individus doivent se soumettre au bien, les individus doivent faire l'effort d'aller vers le bien, qui est un truc en quelque sorte qui les regarde d'en haut, quoi, hein, comme un parent qui regarde son enfant, hein. Mais voilà, ça semble pouvoir justifier une certaine autorité dont ne vont pas hésiter à user et abuser les prêtres et les différentes sortes de gourous spiritualistes. Donc c'est contre cette conception-là du bien, cette conception métaphysique hypostasiée, qui détache le bien de l'individu, des désirs de l'individu, de la vie et de la réalité de l'individu, pour créer une forme d'autorité surplombante qui domine les individus réels, que le matérialisme va mener justement la critique de la morale traditionnelle. En tout cas, ça c'est le genre de conception de la morale qui ne peut pas accepter, parce que ça introduit tout simplement un type d'entité dont il n'admet pas qu'elle puisse exister. Donc là encore, rasoir d'Occam, le bien s'y définit, ça ne veut rien dire, ça correspond à rien, excite. Donc si on fait ça, il reste que deux possibilités générales s'agissant de la relation entre le matérialisme et le fondement de la morale. Le fondement de la morale, c'est est-ce qu'on peut répondre à la question de qu'est-ce que c'est que le bien et qu'est-ce que c'est qu'on doit faire pour faire le bien. Soit il y a une réponse à ça, soit il n'y en a pas. Alors, le matérialisme peut s'accompagner, il y a des cas où effectivement il s'accompagne effectivement d'un relativisme métaéthique. Le relativisme métaéthique, comme je l'avais présenté de manière exhaustive dans une série de vidéos précédentes sur la métaéthique, le relativisme métaéthique, c'est la position qui consiste à dire que les jugements moraux ne sont ni vrais ni faux. Donc quand on dit violer c'est mal, bah, pour le relativiste, ça n'a pas de valeur de vérité, c'est-à-dire que c'est pas une phrase du même genre que il existe une bouteille dans la pièce où je me trouve. Pour le relativiste, les affirmations morales ne sont pas susceptibles d'être vraies ou fausses, n'ont pas de valeur de vérité, et en général, il les explique comme n'ayant qu'une valeur d'expression émotionnelle. Donc, si je dis que violer c'est mal, ça veut dire que je désapprouve viol, mais ça ne veut pas dire qu'il y aurait quelque chose qui me donnerait raison dans l'univers. Ça, c'est la position relativiste. Donc c'est une possibilité, puisque effectivement, si on a détruit les fondements transcendants et métaphysiques de la morale traditionnelle, on peut tomber dans un relativisme de ce type-là et se dire, bon, finalement, le bien, voilà, il n'y a pas de Dieu, et puis il n'y a pas non plus de choses qui valideraient les jugements moraux, donc c'est juste des avis arbitraires, et puis voilà. L'autre solution possible, et c'est évidemment celle que moi je vais défendre et que j'ai essayé de justifier dans mon essai sur la naturalité du bien, c'est d'essayer de apporter une réponse à la nature et au contenu à la nature de ce qu'est le bien et au contenu de ce que sont les règles morales, donc les règles pour faire le bien, en cherchant un fondement immanentiste de la moralité, c'est-à-dire en partant de la réalité de la nature des sujets, de la nature des êtres humains, de ce qu'ils sont, et d'essayer à partir de là de dégager qu'est-ce que ça veut dire de parler de leur bien, du bien du genre d'entité qu'ils sont. La seule manière de fonder une morale qui serait conforme à une ontologie, à une philosophie fondamentale matérialiste, c'est de trouver dans le bien quelque chose qui est relatif à la nature de l'individu. Parler du bien, ça doit être forcément une certaine manière de parler de l'individu, considéré sous un certain angle. Le bien, c'est quelque chose de l'individu, ou ça doit être l'individu considéré sous un certain aspect. J'en dis pas plus parce que je clarifie cette idée du bien dans mon essai et puis même dans d'autres écrits postérieurs parce que j'ai un peu révisé mon idée depuis la toute première fois que je l'ai formulée. Mais en tout cas, voilà, le bien doit être compris de manière immanente et pas comme une référence à quelque chose qui serait indépendante des gens dont on essaie de dire ce qu'est leur bien. Alors, je lis un petit texte qui parle justement de cette différence entre l'approche platonicienne et l'approche matérialiste. Le matérialisme s'oppose au platonisme, qui pose la conjonction philosophique être, valeur, vrai, bien, beau, c'est-à-dire le primat d'un ciel de valeurs qui devrait descendre en nous si nous nous convertissions, alors que c'est nous qui devons nous élever en créant les valeurs. Donc effectivement, on a une démarche qui est complètement inverse. Soit la valeur, elle existe en soi, elle est déjà là comme Dieu qui flotte dans le ciel, et c'est à nous d'aller vers lui, ou d'aller vers le bien.
soit la valeur n'est pas quelque chose qui existe déjà, mais quelque chose qu'il s'agit de créer, de forger, ou qui serait le corrélat ou un aspect complémentaire du mouvement de notre propre existence vitale. On crée de la valeur, on valorise, et la valeur n'est rien d'autre que ce que nous forgeons dans le mouvement de notre existence et qui lui donne du sens, en fait. Quelque chose comme ça. Dans un cas, on pose la valeur comme transcendante, dans un autre cas, on la pose comme immanente à la vie de l'individu. L'inversion descendante idéaliste attriste, parce qu'on n'est jamais à la hauteur de la valeur qui flotte au-dessus de nous. L'idéal existe en soi et juge le réel, tout principe créateur est supérieur à la création, il faut se subordonner à un modèle ontologico-axiologique. De telles croyances dévalorisent notre vie. Donc ça, c'est la critique que fait André Comte-Sponville, qui est un philosophe contemporain des morales idéalistes et notamment du platonisme, ou des morales religieuses. On trouverait des éléments de critique de ce genre-là aussi, évidemment, dans la critique de la tradition métaphysique que fait Nietzsche. Nietzsche passe son temps à critiquer justement ces valeurs morales idéalistes et religieuses qui dévalorisent notre vie, puisqu'on n'est jamais à la hauteur de ce que Dieu attend de nous, de la valeur, du bien, de cette espèce de ciel des idées qui est inaccessible. Et qui définit le bien d'une façon qui en fait n'a rien à voir avec nous, ce qui permet justement toutes les morales déontologiques et tous les autoritarismes. Tu fais ça parce que Dieu l'a dit. Et puis Dieu c'est le bien, donc il n'y a pas à discuter du bien en fait. Voilà. La valeur elle est là, et c'est à toi de te régler ou de te conformer ou de t'orienter vers la valeur. Donc dans la pensée idéaliste, d'un point de vue matérialiste, tout est à inverser, aussi bien dans le plan de la connaissance que dans le plan de l'être ou de la morale, tout marche à l'envers en fait. Évidemment, les idéalistes diront la même chose des matérialistes dans le sens inverse. S'il y a un fondement rationnel des normes morales, donc si je peux justifier pourquoi tel truc ce serait bien, ça ne peut être qu'un fondement naturaliste. Il faut donc se référer à un certain genre de réalité naturelle ou un certain genre de mouvement ou de phénomène qui se produit au sein de la nature. Je ne détaille pas parce que j'en ai parlé dans un autre essai. Le matérialiste doit donc procéder à une analytique du désir humain et de son mouvement nécessaire. En tant qu'humain, qu'est-ce que je vise à faire? Quel est le sens de mon existence? Mais le sens, il faut presque le prendre au sens de quel est le mouvement qui m'emporte vers quelque chose dans l'existence. Vers quoi je veux aller, et à partir de ce vers quoi je veux aller, qu'est-ce qui peut être une valeur? Parce que la valeur, c'est comme une boussole d'un certain côté, c'est ce vers quoi je vais m'orienter. Mais pourquoi est-ce que je m'orienterais s'il n'y a pas déjà un mouvement qui a besoin d'orientation d'un certain côté? Donc voilà, je ne détaille pas. Il faut ancrer donc, la morale dans une analytique du désir humain, ça c'est très important pour tenter de formuler une morale matérialiste. Alors, je termine sur le fait, quelques éléments de considération sur le fait que la tradition matérialiste est une tradition dévalorisée, marginale, un peu maudite. C'est la part maudite de la philosophie, c'est la part où tous les auteurs n'ont pas eu le succès des grands auteurs de la tradition. Qu'est-ce que, dans la reconnaissance symbolique et publique, qu'est-ce qu'Épicure par rapport à Platon, qu'est-ce que Diderot par rapport à Descartes, enfin, voilà, bon. On voit qui sont les noms connus et qui sont les noms marginalisés. Comment comprendre finalement cette situation de relégation, d'occultation, de position un peu d'outsider du matérialisme, sinon par le fait que, comme j'ai un peu commencé à le préciser, la religion, les superstitions magiques, les discours non scientifiques, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, des discours contemporains qui sont tout à fait fantaisistes et voilà, chamanique et autres. Donc l'autorité des discours qui s'opposent à la pensée matérialiste, eh bien c'est une autorité qui permet de justifier la position de ceux qui tiennent ces discours, c'est-à-dire les astrologues, les prêtres, les gens finalement qui ont eu les positions sociales privilégiées, qui ont pu exprimer et développer leur pensée au cours de l'histoire. Donc dans le contexte européen, l'Église catholique et les traditions religieuses principales, ce sont eux qui ont régné finalement et qui ont pu imposer leur discours et condamner toute conception du monde qui irait dans le sens contraire. Par ailleurs, les spiritualistes ont bien souvent été le plus ferme appui du pouvoir politique et de l'État en apportant à celui-ci la caution d'une transcendance, d'une puissance énigmatique et indiscutable venue d'au-delà de la nature, donc typiquement Dieu, mais ça pourrait être la force cosmique au-delà du monde, voilà, peu importe.
Il y a une alliance historique finalement des courants spiritualistes et idéalistes et des pouvoirs politiques, parce que c'est quand même bien pratique de dire qu'on règne au nom de quelque chose qui est au-delà du monde. C'est pas comme si vous alliez pouvoir vérifier que c'est vraiment le bien et que tout ça se tient, quoi. Comment comprendre le succès des philosophies antimatérialistes, sinon parce que, je cite Karl Marx, les pensées de la classe dominante sont à chaque époque les pensées dominantes. C'est-à-dire que la classe qui a la puissance matérielle dominante de la société est en même temps la puissance spirituelle dominante de celle-ci. La classe qui a à sa disposition les moyens de la production matérielle, les livres, les universités, les médias et ainsi de suite, a en même temps l'occasion de produire les moyens de la production spirituelle, si bien qu'en moyenne, les pensées de ceux à qui font défaut les moyens de la production spirituelle sont soumis à cette classe. Donc, on pense ce que ceux qui ont les moyens de produire le savoir, les discours reconnus comme faisant autorité, etc., pensent. Et donc, nécessairement, si on est dans une société où toute formation intellectuelle passe par l'Église catholique parce que c'est le Moyen-Âge, forcément que ce que vont croire en moyenne les individus, c'est ce qui est formulé au service des pouvoirs établis à ce moment-là. Là encore, on a une explication sociologique que propose Marx des contenus de croyance par une détermination matérielle qui a le pouvoir dans la société et qui détient surtout les moyens de produire les idées qui seront acceptées dans la société. Cette supériorité de l'esprit sur la matière a donc aussi un sens politique. Par exemple, dans la cité idéale de Platon, les artisans et les laboureurs chargés de la production matérielle forment la race de fer et viennent en dernier dans la hiérarchie sociale. Et tout au long de l'histoire de la philosophie dominante, tout ce qui s'apparentait au corps, à la matière, aux choses catégorisées comme étant métaphysiquement inférieures, était aussi caractérisé comme inférieur. Ainsi, dans la querelle entre la couleur et le dessin qui survient dans l'esthétique au XVIIIe siècle, Kant préfère le dessin à la couleur, car le dessin semble spirituel, et la couleur matérielle. La couleur, vous voyez, c'est la gouache, c'est une espèce de truc qui salit les mains, qui est épais, qui a une espèce de densité réelle, et puis le dessin, par contre, lui, il est léger, il matérialise l'esprit, enfin voilà. Donc le dessin serait supérieur à la couleur. Et ainsi de suite, et autres oppositions tout à fait grotesques. Dès lors, si on accepte ce qui précède, et si vous avez trouvé convaincant, j'espère avoir pu amener certains éléments susceptibles de vous montrer l'intérêt et la force de la philosophie matérialiste, si on accepte sa pertinence, il faut quand même bien comprendre que ça a des implications sociales et politiques, au moins potentiellement, car l'affirmation de la validité des thèses du matérialisme apparaît dès lors, même chez les auteurs les moins avancés politiquement, même chez les individus les moins volontiers révolutionnaires, comme une contestation de fait des soubassements de l'ordre social. Alors c'est surtout vrai de l'ordre social traditionnel, celui qui a commencé à rentrer en crise en France au XVIIIe siècle avec le mouvement des Lumières, dans lequel on trouve un certain nombre de penseurs matérialistes, comme par exemple Diderot, qui est quand même l'un des directeurs de l'encyclopédie, donc c'est quand même pas rien en termes d'influence intellectuelle de son temps. Donc la pensée matérialiste, quand bien même elle se voudrait apolitique, neutre et pas contestataire, elle a quand même une capacité extrêmement forte à dynamiter les soubassements intellectuels de l'ordre social traditionnel, et on pourrait même aller plus loin en montrant que c'est pas forcément réservé aux idéologies qui ont fondé les ordres sociaux du passé, car toute légitimation de l'ordre social qui repose sur des entités fictionnelles, réifiées sur des hypostases, sur des trucs qui n'existent pas, comme au hasard le ruissellement des richesses dans le marché libre. Toute justification de l'ordre social qui reposerait sur ce jour-là d'entités imaginaires, constitue des aliénations qu'il s'agit pour la pensée rationnelle et le matérialisme de combattre, de renverser. On ne peut pas s'en tenir à des mythes du passé comme le roi et le lieutenant de Dieu sur terre, il faut attaquer tous les énoncés qui font appel à telle ou telle sorte d'entité qui n'a pas de réalité, ou tel rapport à la réalité qui serait un rapport faussé, un rapport qui introduirait de la pensée magique ou des entités qui n'ont pas de justification. Le développement du matérialisme est donc solidaire d'une entreprise de démystification générale et continue de la vie sociale, d'où son aspect quand même un peu subversif et contestataire,
Et ce n'est pas pour rien que la figure du matérialisme antique de Démocrite, elle est associée à l'idée d'un personnage qui rigole. Démocrite, il est représenté parmi les philosophes grecs comme celui qui est tout le temps en train de se marrer. Et alors, il y a une proposition d'explication de pourquoi la tradition associe le rire à Démocrite. Olivier Bloch, qui est un chercheur français contemporain spécialisé dans l'histoire du matérialisme, nous dit que le rire matérialiste est un rire démystificateur, un rire qui se moque des croyances établies et des erreurs ou des préjugés régnants. Un rire démystificateur qui s'en prend aux croyances, aux illusions et aux préjugés courants, qui dénonce les songes, les sornettes et les élucubrations des mages, des mystiques ou des constructeurs de systèmes, ceux qui inventent des réalités détachées de la matière et de son mouvement inéluctable pour poser des choses censément perpétuelles et permanentes au nom de laquelle ils pourraient fixer le sens du monde et leur propre position régnante au sein de celui-ci. C'est pourquoi on peut dire que le destin de la philosophie matérialiste est indissolublement lié à celui du progrès scientifique et du développement de l'autonomie individuelle et collective. Il y a des valeurs morales, au moins implicitement, qui sont appelées par la pensée matérialiste. Ça n'est pas juste une conception générale du monde ou de la nature, ça n'est pas juste quelque chose qu'on pourrait cloisonner au champ ontologique pour en neutraliser les effets sociopolitiques. Et il y a une morale qui est appelée par la sympathie et l'adhésion à la pensée matérialiste. Voilà, j'espère que ces conférences sur le matérialisme vous auront intéressé, que vous pourrez profiter de cette brochure, la partager, la commenter, la discuter. Et donc, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions après ces exposés dont j'ai bien conscience qu'ils étaient très denses, mais qui me semblent utiles justement pour vous apporter des connaissances nouvelles et vous intéresser à la philosophie.